Commençons par la visite de Wang Yi en Russie. Selon vous, quel était le principal objectif de sa visite? C'est une réunion très intéressante, en réalité. La réunion avait été programmée à l'avance. Il existe un conseil de coordination Chine-Russie et Wang Yi y a été invité. Il a été convié non seulement en tant que ministre des Affaires étrangères, mais aussi dans son rôle de conseiller à la sécurité nationale. L'invitation serait apparemment venue de Sergei Shoigu, qui est le secrétaire du Conseil de sécurité de la Russie. Néanmoins, Wang Yi a également rencontré Lavrov, qui est apparemment, ils sont amis. Et je pense qu'il y a de fortes chances, de très fortes chances, qu'il rencontre Poutine. Probablement aujourd'hui, car demain, Poutine s'envole pour l'Inde. Son emploi du temps est donc extrêmement chargé. D'ailleurs, je devrais aussi préciser qu'il n'est pas en grande forme, il a un rhume, donc il pourrait avoir besoin de temps pour s'en remettre. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'il y a de bonnes chances qu'il prenne tout de même le temps, au moins pour une brève rencontre avec Wang Yi. Donc, la réunion a lieu en général afin que la Chine et la Russie puissent coordonner leurs positions. C'est, en somme, l'idée principale. Mais bien sûr, ce qui est intéressant, c'est que les Russes ont néanmoins jugé cette rencontre si importante qu'ils ont voulu que Wang Yi soit à Moscou, même si le temps de Poutine était pris par la présence des Américains. Les Russes voulaient cette réunion pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'ils souhaitaient informer immédiatement Wang Yi de ce que Poutine avait discuté avec les Américains. Ensuite, ils voulaient que Wang Yi apporte sa propre contribution, car les Russes sont très conscients que les Américains s'efforcent actuellement de monter la Russie et la Chine l'une contre l'autre. Trump a parlé d'amener la Chine à faire pression sur la Russie. Je ne pense pas que les Russes croient sérieusement que cela va se produire, mais ils veulent que la Chine soit pleinement informée des discussions en cours entre la Russie et les Américains. Ils veulent que la Chine sache ce que fait la Russie et ce qu'elle pense par rapport aux Américains. Les Russes considèrent cela comme si important qu'ils ont voulu que Wang Yi soit à Moscou à ce moment précis pour s'en assurer, afin qu'il n'y ait aucune possibilité de doute, aucune occasion pour les Américains de semer des ennuis. Et bien sûr, du côté chinois, je suis sûr que Wang Yi voulait également être présent pour s'assurer que la voix de la Chine soit entendue et que les Américains comme les Russes sachent qu'il y a toujours ce grand autre acteur présent en arrière-plan, qui est, bien sûr, la Chine. Ouais, j'ai l'impression que les Russes et les Chinois ont juste besoin de comparer leurs notes de temps en temps. Je pense qu'ils échangent constamment des informations. Le niveau de coordination entre la Chine et la Russie est aujourd'hui énorme. Mais je crois qu'à ce stade en particulier, alors que Witcroft et Kushner sont à Moscou, il était particulièrement important qu'une personne vraiment haut placée de Chine soit également présente. Oui, et Macron est maintenant à Pékin, donc oui, ils doivent effectivement s'y rendre. Une chose que j'ai trouvée intéressante lors de la conférence de presse tenue par Shoigu et Wang Yi a déclaré « Nous devons préserver la victoire de la Seconde Guerre mondiale, qui a été remportée au prix de vie et de sang. » Et Shoigu a dit « J'ai assez d'expérience pour trancher la tête de l'hydre militariste. Nous ne permettrons jamais la réapparition de ces régimes criminels en Europe ou à Tokyo. » Il semble donc que tous deux s'accordent à dire qu'ils portent cela à un autre niveau, car la Russie combat en Ukraine, entre autres, contre ce qu'elle appelle des forces néo-nazies, et la Chine, bien sûr, est raisonnablement alarmée par la montée du militarisme japonais. Il semble donc qu'ils veuillent vraiment élever cela à un niveau supérieur, comme pour dire « Nous devons préserver la victoire de la Seconde Guerre mondiale, n'est-ce pas ?»
Oui. Eh bien, c'est là que c'est très utile de parler avec vous. Car bien sûr, je parle du point de vue russe, mais vous apportez la perspective chinoise. Les Russes sont préoccupés par l'Amérique et l'Ukraine, ainsi que par la situation en Europe. Mais la Chine a ses propres inquiétudes, qui sont distinctes mais complémentaires. Elles concernent le Japon et Taïwan. Or, Shinzo Abe, qui était le Premier ministre du Japon, est très ferme à l'égard de la Chine, et apparemment son protégé, Takaichi, ont joué un jeu consistant à essayer de créer une distance entre la Russie et la Chine. Il est venu de nombreuses fois à Moscou, disant aux Russes, « Nous avons d'excellentes relations. Nous voulons avoir d'excellentes relations avec vous. » Il y a quelques petits problèmes que nous devons régler. Quelques îles, vous savez, les Kouriles. Mais développons une relation économique bonne et productive entre notre pays et le vôtre. Et bien sûr, il était tout à fait évident ce qu'il essayait de faire. Il tentait de dresser la Russie contre la Chine. Et je devrais le redire, c'est quelque chose que les gens en Chine devraient savoir. Les Russes se sont toujours beaucoup intéressés au Japon et à la culture japonaise. Je veux dire, le sushi est devenu très répandu en Russie. En fait, il l'est encore. Ils adorent les sushis et tout cela. Et certains Russes ont une vision plutôt romantique du Japon. Abe essayait de s'appuyer là-dessus. Il a même offert des chiens japonais comme animaux de compagnie à Poutine et d'autres choses de ce genre. Donc encore une fois, compte tenu des tensions actuelles et des développements au Japon, les Chinois veulent s'assurer que les Russes comprennent bien de quoi il s'agit. Et je pense que les Russes veulent clairement rassurer la Chine sur le fait que si Takaichi venait à Moscou et commençait à dire les mêmes choses aimables qu'Abe, cela ne les influencerait en aucune manière. Je pense donc qu'il y a peut-être un certain sous-texte ici. Et bien sûr, lorsque la Chine parle de préserver de la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas de pays plus réceptif à ce message que la Russie. D'ailleurs, les Russes ont récemment commencé à souligner que la Chine avait perdu plus de personnes pendant la Seconde Guerre mondiale que l'Union soviétique, ce qui est vrai. Mais compte tenu de l'importance du niveau des pertes en Russie, le fait que les Russes commencent à en parler ouvertement et à dire que la Chine en a perdu encore plus est, vous savez, quelque chose d'assez important en Russie même. Ce n'est certainement pas un sujet dont les Russes parlaient beaucoup auparavant, et cela n'aurait certainement pas été acceptable à mentionner à l'époque de Brejnev et de gens de ce genre. Aux États-Unis, en réalité, ils aiment parler d'un ordre international fondé sur des règles. Alors, quelles sont ces règles? Ils ne précisent jamais vraiment quelles sont ces règles, n'est-ce pas? Je pense en fait que l'une des choses auxquelles nous pouvons nous référer en matière de règles, ce sont ces traités, déclarations ou mémorandums, ou quel que soit le nom qu'on leur donne, que de nombreux pays ont signé pendant la Seconde Guerre mondiale et peu après. Ce devraient être ces règles-là sur lesquelles nous nous appuyons, n'est-ce pas? Eh bien, j'irai encore plus loin. Tout ce que vous venez de décrire, les traités et les accords interétatiques, ne sont pas seulement des règles, ce sont des lois. Ils font partie du tissu du droit international. Or, l'ordre fondé sur des règles dont on entend tant parler est en réalité une attaque contre le droit international. La façon dont je l'ai décrit, et j'ai d'ailleurs donné des conférences à ce sujet, est la suivante. Les lois sont quelque chose qui lie tout le monde. Les règles sont des choses qu'une personne impose. Le parallèle est donc le suivant. Si vous parlez d'éducation, si vous parlez d'une école, alors le droit de l'éducation lie les enseignants, les enfants, les parents, le directeur de l'école, le ministre qui propose la loi, les autorités éducatives, tout le monde. Les règles, ce sont ce que l'enseignant impose à la classe. Et c'est ainsi que les États-Unis se perçoivent, comme l'enseignant
qui évidemment n'est pas soumis aux règles. C'est là la différence fondamentale. That's the fundamental difference. Oui, j'ai juste l'impression que les États-Unis vont maintenant complètement à l'encontre de tout cela. Beaucoup de choses qu'ils ont contribué à mettre en place, y compris les Nations Unies, toutes les déclarations et les traités qu'ils ont signés, il semble que ce soit les États-Unis eux-mêmes qui s'y opposent dans de nombreux cas. A rules-based international order. Un ordre international fondé sur des règles représente l'annulation du droit international tel qu'on le comprend. Il remplace un système de droit international par la domination d'une seule puissance autocratique. Et quand je dis autocratique, je veux dire que ce n'est pas comme le Huangdi. When we say autocratic, I mean it's not like the Huangdi, Non, non. because the Huangdi was not an autocrat. Parce que le Huangdi n'était pas autocratique. C'est plutôt un tyran en réalité, car un Huangdi était toujours limité dans ce qu'il pouvait faire. Mais dans un ordre international fondé sur des règles, il n'y a aucune limite pour la personne qui impose ces règles. Aucune limite réelle en fait. Or, la loi impose des limites. C'est sa fonction. C'est un principe juridique bien connu. Les lois imposent des limites à ceux qui les créent et les appliquent. Mais vous avez un système où il n'y a pas de limite, alors ce n'est pas la loi, c'est l'anti-loi. There are no limits, then that is not law, that is anti-law. Aussi, juste pour le noter, Shoigu a utilisé l'expression « le chef du militarisme ». Hydro, ce qui soutient en gros ce que le consul général chinois a dit à propos de couper la tête, tu vois. Donc, souviens-toi, on en a parlé, je pense qu'il voulait dire le militarisme, comme le renforcement des forces ou quelque chose dans ce genre. Absolument. Je veux dire, c'est un langage incroyablement fort. Au fait, Shoigu, si je ne me trompe pas, parle japonais. Je dis ça comme ça. D'accord, donc Macron est à Pékin en ce moment. Quel est le but de sa visite? Well, Macron is one of the most complicated. Eh bien, vous savez, Macron est l'un des dirigeants politiques les plus complexes au monde aujourd'hui. Parce que souvenez-vous, il y a environ 2 ans, il était à Pékin. Il a rencontré Xi Jinping et la rencontre semblait s'être déroulée de manière incroyablement positive. Dans l'avion du retour vers la France, il donnait des interviews disant que la réunion avait été formidable, que la Chine était merveilleuse, que Xi Jinping était merveilleux. Ils avaient tous ces projets formidables. La France devait les rejoindre. L'Europe devait les rejoindre. C'était du gagnant-gagnant pour nous. Et puis, bien sûr, les Américains n'étaient pas contents et ils l'ont rappelé à l'ordre. Alors vous voyez, quel Macron est-ce qui se rend à Pékin? Celui qui veut développer de meilleures relations avec la Chine ou l'allié de l'Amérique. Or is it America's ally? It's very difficult to say. Now, Macron is, as I said, C'est très difficile à dire. Maintenant, Macron est, comme je l'ai dit, un homme très complexe. Vous savez sans doute, j'en suis sûr, qu'il y a eu des attaques contre des pétroliers, dont l'un apparemment appartenant à une entreprise basée à Hong Kong. Ce sont des pétroliers qui transportaient du pétrole de la Russie vers l'Inde, la Chine ou ailleurs. Et ce que peut-être les gens en Chine ignorent, c'est que l'opinion en Russie est que ces attaques, dont certaines ont eu lieu au large de la côte ouest de l'Afrique, ont forcément eu lieu avec le soutien d'un pays occidental. Et l'opinion quasi unanime en Russie est que ce pays est la France, et que la personne derrière tout cela est Emmanuel Macron. that the person who's behind it is Emmanuel Macron. So there is a lot of anger about Macron at the moment. Il y a donc beaucoup de colère à l'égard de Macron en ce moment, et un sentiment qu'il devient extrêmement anti-russe, car il l'a été à plusieurs reprises. Et il y a de l'inquiétude à Moscou à l'idée qu'il se rende à Pékin pour tenter une nouvelle fois d'amener la Chine à modifier sa politique vis-à-vis de la Russie, de l'Ukraine et de tout ce qui s'y rattache. Donc il y a aussi ce sous-texte. Je ne crois pas que ce soit réellement l'objectif de Macron. Je pense que Macron aspire encore à une forme de relation économique avec la Chine. Et je pense que, dans une partie de son esprit, il comprend que l'Europe traverse de graves difficultés économiques.
que la France traverse de graves difficultés économiques et qu'elle a besoin d'entretenir de bonnes relations avec la Chine si elle veut trouver une issue. Oui, les médias chinois ont remarqué que cette fois, il n'avait pas invité de délégation d'affaires à l'accompagner, donc c'est un bon signe. Et puis, il a mentionné qu'il semble que l'année prochaine, le G7 sera organisé quelque part et qu'il a dit qu'il aimerait que la Chine y participe ou quelque chose comme ça. Je ne l'ai pas vu le dire officiellement, mais il y a quelques articles à ce sujet. Et cela, combiné à l'offre des États-Unis d'inviter à nouveau la Russie pour en faire le G8 ou quelque chose du genre. Ils pensent toujours que ce G7 est très important, non? Je ne crois pas que la Chine ou la Russie s'en soucient vraiment. Eh bien, les Russes ont dit très clairement qu'ils s'en fichaient et qu'ils ne voulaient pas être membres du G8. Et si un accord est conclu, que le conflit en Ukraine est réglé et que toutes les sanctions sont levées, alors même dans cette situation, si les Américains les invitent à rejoindre de nouveau le G7, ils ne veulent pas y aller. Ils l'ont répété à de nombreuses reprises. Et les Russes ont une raison de ne pas vouloir y aller. À savoir que, bien sûr, s'ils rejoignaient le G7, on pourrait se demander s'ils sont encore vraiment engagés envers les BRICS. Et ils sont très attachés aux BRICS, donc ils ne veulent pas être ramenés dans ce genre de système. Mais encore une fois, on pourrait peut-être voir Macron et Trump parler de la Russie rejoignant le G7. Alors Macron arrive et dit « Eh bien, vous savez, c'est ce que Trump dit. Je vais demander à la Chine de rejoindre. C'est le pays vraiment important. Faisons entrer la Chine. » Les Américains n'aimeront pas ça du tout, d'ailleurs. Aucune chance. Aucune chance que les Américains acceptent que la Chine rejoigne le G7. Et vous avez tout à fait raison. Le G7 lui-même, c'est juste l'Amérique et quelques-uns de ses amis. Je veux dire, c'est tout ce que c'est maintenant. Et il semble aimer utiliser cela comme une sorte d'outil. Cette fois, ils t'invitent, mais peut-être que la prochaine fois, ils ne seront pas contents de toi, alors ils ne t'inviteront pas. Je veux dire, pourquoi un pays voudrait-il se retrouver dans une telle position, non? Eh bien, pourquoi en effet? Je veux dire, comme je l'ai dit, ce sont les États-Unis et leur, eh bien, j'hésite à employer le mot vassaux, mais c'est peut-être le mot juste. Vous savez, leurs satellites, car le seul pays qui ait aujourd'hui une réelle importance économique là-bas, ce sont les États-Unis. Les pays européens, pris individuellement, ne sont plus les grandes puissances économiques qu'ils étaient lorsque le G7 a été créé dans les années 1970. Le Japon reste une puissance économique importante, mais, comme nous en avons parlé dans notre précédente émission, le Japon, par rapport à la Chine, est aujourd'hui là où se trouvait Taïwan en 2000. C'est donc aussi une puissance économique en déclin. Personne ne va donc être intéressé à rejoindre un club américain. En somme, où tout ce qui se passerait, c'est qu'ils se retrouveraient à exécuter les ordres de l'Amérique. L'une des choses que Poutine a dites, il l'a dit très récemment, mais il en a parlé à de nombreuses reprises, c'est que lorsqu'il faisait partie du G8, ce qui se passait en réalité, c'est que tous les autres se réunissaient, prenaient les décisions, puis la Russie était invitée dans la salle et on lui disait quelles décisions avaient été prises avant de lui demander de signer. Il n'était donc jamais vraiment impliqué dans les véritables discussions, car, en fin de compte, c'était les Américains qui décidaient de tout. Et les Russes n'ont aucun intérêt à participer de nouveau à un format de ce genre. Et il est inconcevable que la Chine le fasse. Ouais, donc c'est un peu comme si je t'aime bien, je t'inviterais presque comme un invité. Tu n'es pas un membre à part entière.
And this is aux not yeux de just, by the l'Amérique. way, Et ce n'est pas seulement, soit dit en passant, Trump et la classe politique américaine, c'est, je pense, encore la vision de la plupart des Américains. L'idée même qu'un autre pays puisse être l'égal des États-Unis est quelque chose qu'ils ne peuvent tout simplement pas vraiment accepter ni reconnaître. Et bien sûr, sur le plan politique, c'est impossible. And certainly at a political level, it is impossible. C'est presque comme s'ils considéraient cela comme une sorte de privilège. D'accord, je t'invite à venir, tu sais, en tant qu'observateur. Exactement, d'accord. Keir Starmer a prononcé un discours, je crois, devant un groupe d'hommes d'affaires britanniques lundi. C'est un peu confus pour moi, je ne comprends pas bien ce qu'il essaie de dire. Peux-tu m'expliquer? No, nor can I. I can't understand. I mean, Non, I non, can say he is je ne comprends pas. extreme political Je ne comprends pas. pressure. I mean, there's Je veux debates dire, about je devrais dire whether qu'il subit une pression politique extrême. Il y a un débat pour savoir s'il va rester Premier ministre encore longtemps. Certains s'attendaient à ce qu'il tombe d'ici Noël. Cela ne semble plus probable maintenant. Mais d'autres pensent qu'il tombera en mai, peu importe. Vous savez, parce que nous avons alors des élections locales. Donc ce qu'il essaie de faire, c'est de donner l'impression qu'il garde malgré tout le contrôle, qu'il est quelqu'un ayant une connaissance et une compréhension profonde du monde. Il parle donc de ces trois grandes puissances économiques, les États-Unis, la Chine et l'Union européenne. La Grande-Bretagne doit trouver des moyens de gérer les trois à la fois, et nous devons d'un côté protéger nos propres intérêts tout en restant loyaux envers nos alliés. C'est banal, c'est vide. Il n'y a vraiment aucune substance là-dedans. Starmer n'a jamais montré de réelle capacité à dialoguer, disons, avec la Chine sur une question de fond. Je veux dire, il n'a jamais vraiment manifesté l'intérêt de développer une relation économique avec la Chine, que par exemple, David Cameron et George Osborne avaient il y a quelques années, lorsque Cameron était Premier ministre et Osborne son ministre des Finances. Il prévoit de se rendre en Chine en janvier, apparemment. Et dans le discours qu'il a prononcé, d'un côté, il dit qu'il est important d'entretenir une relation commerciale avec la Chine. Il a presque encouragé les entrepreneurs à collaborer avec la Chine, à faire des affaires. En même temps, il a aussi souligné que la Chine représente une sorte de menace pour la sécurité du Royaume-Uni. Oui, oui. Comment peut-on faire les deux à la fois? Eh bien, vous ne pouvez pas. Je veux dire encore une fois, il essaye de ménager la chèvre et le chou. Et à un certain niveau, la Grande-Bretagne va très, très mal. Vous savez, je suis désolé d'en parler autant, mais je parle maintenant de mon propre pays. L'économie est au mieux stagnante. Je pense que quiconque vit vraiment ici peut voir qu'elle est en déclin. Je suis allé en Écosse il y a environ 10 jours avec ma femme et ma famille, et nous avons pris le train depuis Londres. Le trajet est ridiculement long selon les standards chinois. Si vous regardez la distance entre Londres et Édimbourg, ce n'est pas si loin, mais il faut 6 heures pour que le train y arrive. Sauf que non, car la voie ferrée était endommagée. Nous avons donc dû descendre du train en cours de route. Nous allions dans une ville appelée Édimbourg, mais nous avons dû aller dans une autre ville, Manchester. Prendre un autre train de Manchester vers une autre ville encore, York, puis trouver notre chemin jusqu'en Écosse, à Édimbourg. Ainsi, un voyage qui devait déjà durer environ 6 heures en a pris 10. Je veux dire, ce n'est même pas un long trajet ferroviaire, selon les standards chinois. Un train à grande vitesse chinois couvrirait cette distance en, je dirais, environ 2 heures et demie à 3 heures. Cela vous donne une idée. Nous avons désespérément besoin d'investissement. Nous souffrons d'un manque d'investissement critique. Nous n'avons plus une industrie manufacturière solide. Nous avons des personnes compétentes dans les hautes technologies et nous avons de petites entreprises de niche.
des choses de qualité. Nous sommes très bons dans les systèmes audio, par exemple, et c'est un marché de niche important qui pourrait être développé. Alors les gens disent, eh bien, il faut qu'on trouve une issue. Il faut attirer des investissements au Royaume-Uni. Notre budget est en crise. Tout cela. Il n'y a qu'un seul pays en mesure de faire cela, de nous aider. Et c'est la Chine. C'est ce que disait notre ancien ministre des Finances, George Osborne. Chaque fois que le sujet est abordé, on retrouve toujours les mêmes personnes, celles qui ne s'intéressent pas vraiment au développement économique et ne veulent pas vraiment faire du commerce. Ils veulent une Grande-Bretagne mondiale, la Grande-Bretagne puissance, la Grande-Bretagne amie de l'Amérique, la Grande-Bretagne leader de l'Occident. La Chine, c'est le mal. La Chine ne partage pas nos valeurs. La Chine fait toutes ces mauvaises choses un peu partout. On ne peut donc jamais vraiment suivre cette première politique avec conviction, ni aller jusqu'à ses conclusions, car l'autre camp se mettra toujours en travers du chemin. Nous avons eu toute cette absurdité autour de l'ambassade chinoise à Londres. La construira-t-on ou non? Même les services de renseignement britanniques disent maintenant qu'ils n'y voient pas de véritable problème. Mais on continue à lire des articles affirmant que si la Chine est autorisée à construire cette ambassade, cela prouvera que nous sommes soumis à cette puissance maléfique, alors même que nous approuvons cette gigantesque ambassade américaine, qui, vous savez, un fossé autour, des clôtures électrifiées et des gardes armés. L'ambassade de Chine n'aura rien de tout cela. Mais malgré tout, c'est là, vous savez, le vrai problème. Nous ne pouvons donc jamais vraiment aller jusqu'au bout. Et Starmer, qui est dans une position politique faible, ne s'oppose jamais vraiment à la sagesse conventionnelle. Quoi qu'il en soit, il comprend à un certain niveau que son gouvernement échoue parce qu'il ne parvient pas à redresser l'économie. Il sait qu'il y a des chefs d'entreprise qui disent « Nous devons développer cette relation avec la Chine. C'est essentiel. Nous n'avons pas d'avenir sans cela. » Mais il ne s'opposera jamais vraiment à ceux qui veulent que nous adoptions une position ferme contre la Chine pour toutes ces raisons. Alors, il ira en Chine, il dira quelques bonnes choses, il dira quelques mauvaises choses, il essaiera de ménager la chèvre et le chou, et au final, il n'obtiendra rien. Pourquoi est-ce si difficile de simplement dire « D'accord, nous devons développer une certaine relation commerciale avec la Chine, parce que c'est bon pour la Grande-Bretagne. Et vous pouvez dire ce que vous voulez, mais moi je vais pas suivre. Je veux dire, pourquoi est-ce une chose si compliquée? Vous êtes le dirigeant, non? Vous êtes le Premier ministre. Eh bien, je veux dire, nous avons besoin en Grande-Bretagne d'un Premier ministre qui fasse cela, d'un dirigeant qui fasse cela. Malheureusement, le système politique britannique rend cela presque impossible, car quiconque tient ce discours se heurte à une résistance énorme et échoue. Un Premier ministre vraiment fort le ferait. Mais ce système politique en Grande-Bretagne va à l'encontre de l'existence d'un Premier ministre fort. Un Premier ministre fort irait beaucoup plus loin. Un Premier ministre fort arriverait et dirait « La situation en Grande-Bretagne est très mauvaise. Notre économie est dans un état très préoccupant. Nous souffrons d'un énorme sous-investissement. Nous manquons de compétences technologiques et industrielles. Nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas commercer avec le monde. Et nous ne pouvons certainement pas nous permettre de ne pas commercer et de ne pas entretenir de bonnes et solides relations avec la plus grande puissance manufacturière et technologique du pays. Or, aucun homme politique britannique n'a le courage de tenir un tel discours. Eh bien, c'est comme ça. D'accord. Eh bien, c'est comme ça. Et vous savez, en Grande-Bretagne, on voit que beaucoup de gens sont profondément pessimistes et très mécontents parce qu'ils le savent. Ils sentent qu'il s'agit d'une classe politique qui refuse d'affronter la réalité.
Oui, oui, oui. Maintenant, quand on parle de l'ambassade, le Guardian a rapporté en fait déjà en 2018 que Boris Johnson, qui était alors ministre des Affaires étrangères, avait donné son approbation. Il a remis une lettre à Wang Yi approuvant l'achat du bâtiment de la Royal Mint pour l'ambassade. Donc ils avaient déjà dit vous pouvez le construire, puis plus tard vous ne pouvez pas le construire. Franchement, toute cette affaire a été gérée de manière très peu professionnelle. Tu ne trouves pas? To put it mildly, absolutely. I mean, it's a disgrace. Pour le dire avec modération, absolument. Je veux dire, c'est une honte en réalité. Soit on dit oui, soit on dit non. Si on dit oui, on tient parole. C'est évident, non? Mais non, il faut qu'on fasse ça. Les Américains ne sont pas contents parce qu'ils disent « Pourquoi avez-vous besoin d'une si grande ambassade avec la Chine ?» Eh bien, évidemment, il y a des raisons claires pour lesquelles on voudrait que la Chine ait une véritable ambassade. D'ailleurs, je suis allé à l'ambassade de Chine. Elle est ridiculement petite. L'idée que cela puisse être l'ambassade de Chine est absurde. Vraiment. C'est la même chose pour l'ambassade de Russie. Les Russes, d'ailleurs, ont eux aussi traversé tout ce cirque. Dans les années 1970, eux aussi voulaient construire une plus grande ambassade. Et je fais partie des très rares personnes en Grande-Bretagne qui se souviennent encore de cette histoire. Mais ils voulaient aussi construire une ambassade. Et toutes les mêmes personnes qui s'opposent aujourd'hui à une ambassade chinoise s'étaient à l'époque opposées à l'ambassade russe. Ils disaient que ce serait le Kremlin de Kensington et tout cela. Donc, nous ne menons jamais vraiment ces choses à terme. Or, au bout du compte, nous n'avions aucun lien économique avec les Russes dans les années 1970. Les liens économiques avec la Chine aujourd'hui sont essentiels. On pourrait penser qu'il serait simple de dire « Écoutez, il est évident que les Chinois ont besoin d'un véritable bâtiment d'ambassade. Nous devons entretenir de bonnes relations avec eux. Donnons-leur leur ambassade. Nous l'avons promis, alors allons jusqu'au bout. » J'ai juste l'impression que si tu as des inquiétudes, pourquoi ne pas les exprimer dès le départ, non? Quand la Chine a acheté la Royal Mint, ils ont dépensé 255 millions de livres pour acquérir l'endroit. C'est une décision importante. Pourquoi ne pas mieux communiquer avec la Chine et dire « Eh bien, il se peut que nous n'approuvions pas cela. Laissez-nous un peu de temps pour vérifier en interne. » Et sur le plan national, je veux dire, si tu as besoin de l'approbation des États-Unis, pourquoi ne pas vérifier avant de dire « OK, allez-y, faites-le ». J'ai juste l'impression que toute cette affaire a été gérée de manière vraiment désastreuse. Sophia, you're talking like a Chinese person again. Sophia, tu parles encore comme une Chinoise. Tu ne peux tout simplement pas imaginer à quel point le processus de prise de décision est ici compliqué et inefficace. Je veux dire, je crois t'avoir déjà dit que même si la Chine construit des ponts ferroviaires et développe une infrastructure gigantesque, la construction d'une extension de ligne ferroviaire près de Manchester devait, paraît-il, prendre 23 ans. 23 ans. Parce que le processus de décision pour la valider était tellement complexe et interminable. Et le fait est que, lorsqu'une décision est prise en Grande-Bretagne, surtout une décision comme celle-ci, accorder une ambassade à un pays comme la Chine, elle n'est jamais perçue comme simple. Ce n'est pas le point final du processus, c'est le point de départ. C'est à ce moment-là que la discussion commence. Et cette discussion, au fond, ne sera jamais vraiment tranchée. Bien sûr, s'il s'agit des Américains, c'est différent, car nous ne prenons aucune décision lorsqu'il est question des Américains. Les Américains, le département d'État, nous appellent simplement pour dire « Nous avons besoin d'une grande ambassade. Nous achetons ce bâtiment. Donnez-nous l'autorisation. » Et bien sûr, nous la donnons, parce que nous faisons tout ce que les Américains nous disent de faire. Oui.
Et les Britanniques viennent justement d'adopter un budget qui comprenait une hausse d'impôts et une augmentation de leurs dépenses militaires, n'est-ce pas? Comment cela a-t-il été accueilli au Royaume-Uni? Badly. Très mal. C'est la plus forte hausse d'impôts depuis de très nombreuses années et elle a porté les impôts à leur niveau le plus élevé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc vous savez, c'est une augmentation d'impôts majeure, vraiment majeure. Et il faut garder à l'esprit que l'économie est en récession. Le niveau de vie a baissé et cela va le faire baisser encore davantage. L'objectif de cette hausse d'impôts dans le budget est essentiellement de couvrir les dépenses budgétaires existantes. Ce n'est pas un budget destiné à investir dans l'économie dans son ensemble. Je veux dire, ce n'est pas comme si nous nous endettions pour investir dans notre économie. Nous nous endettons simplement davantage pour combler les trous de nos plans de dépenses actuels. Personne, absolument personne, ne croit que ces dépenses militaires supplémentaires vont un jour se traduire par quoi que ce soit, car tout le monde sait que les pressions budgétaires ne vont que s'intensifier à mesure que l'économie continue de décliner. Il n'y aura tout simplement pas assez d'argent pour mener ces projets à bien, et de toute façon, ils sont insignifiants. Je veux dire, la Chine possède désormais 3 porte-avions. L'un d'eux est un super porte-avions, construit en un temps record. La Grande-Bretagne a 2 porte-avions. Ils tombent constamment en panne, même s'ils sont relativement récents, et ils n'ont pas d'avions. Nous devons emprunter les avions aux Américains, car sans cela, nous n'en aurions aucun pour les faire voler. Et notre armée entière compte environ 72 000 hommes. Ton liste de participants de feu, mais pas d'avion. Mais aucun avion. Non, 40 chars apparemment. 40 chars opérationnels. 40. 4-0 chars. D'accord. Très bien. L'Allemagne, Merz prévoit également de se rendre en Chine, on ne sait pas exactement quand, mais il a parlé des premières semaines de 2026. On dirait qu'ils veulent tous, Macron, Merz, Starmer, se précipiter pour aller en Chine avant la visite de Trump, en avril apparemment. Oui. Quel est ton avis là-dessus? Eh bien, en Allemagne, je veux dire, nous avons parlé de la Grande-Bretagne. L'Allemagne doit se rendre en Chine encore davantage, car une grande partie de la prospérité économique allemande au cours de la dernière décennie, voire des 20 dernières années, a dépendu du commerce avec la Chine. Et nous nous souvenons tous d'eux, de la façon dont Angela Merkel se rendait en Chine, accompagnée d'énormes délégations de chefs d'entreprise. Olaf Scholz, nous en avons parlé dans l'une de nos émissions, est allé en Chine et a lui aussi emmené une délégation d'hommes d'affaires. C'est incroyable qu'il ait fallu autant de temps à Merz pour faire de même. Et Merz, encore une fois, on a le sentiment qu'il n'est pas particulièrement enthousiaste à ce sujet. L'industrie allemande est en plein déclin. Mais la pression en Allemagne, je pense, pour entamer une forme de dialogue avec la Chine est énorme. En Allemagne, le monde des affaires s'exprime beaucoup plus ouvertement à ce propos qu'en Grande-Bretagne, et il n'y a pas le même problème de maintenir de bonnes relations avec la Chine qu'il y a en Grande-Bretagne. Mais malgré tout, il a perdu, presque une année de son premier mandat de chancelier avant de s'y mettre. Oui, j'ai même vu l'article. En gros, les articles américains commentaient la dépendance de l'Allemagne au marché chinois, ou quelque chose comme ça, à quel point le marché chinois est important. Oui, le mot addiction est complètement inapproprié. L'idée, c'était que la Chine et l'Allemagne étaient, sont, des économies complémentaires.
Il était tout à fait logique qu'elles établissent des relations étroites entre elles. Maintenant, ce qui m'inquiète vraiment, c'est que Merz aille en Chine et leur dise d'arrêter d'exporter des voitures. La base industrielle de l'Allemagne s'est en gros réduite à l'industrie automobile et à quelques autres secteurs. C'est incroyable de voir comment les choses ont tourné. Et le récit qui circule maintenant à travers l'Europe, c'est que si l'économie industrielle allemande est en crise, c'est parce que la Chine produit des voitures. J'ai lu un article absolument incroyable, d'ailleurs. J'aurais dû t'en parler. C'était dans le Financial Times, un journal sérieux, mais écrit par quelqu'un qui comprend réellement ce qui se passe en Allemagne. Et il a dit, vous savez ce que la Chine doit faire? C'est, évidemment, la Chine peut fabriquer des voitures moins chères et de meilleure qualité que quiconque. Donc ce que la Chine, dans son propre intérêt, doit faire, c'est acheter plus de voitures. Ainsi, la Chine doit acheter des voitures plus chères et moins bonnes que celles qu'elle fabrique elle-même. C'était surréaliste, en fait. C'était un article étrange. Et il disait que si la Chine ne le faisait pas, voici toujours le côté sombre de la chose, la menace. Si la Chine ne le faisait pas, alors la seule réponse serait le protectionnisme. Parce qu'il faut protéger notre industrie automobile, inefficace et coûteuse, face à celle plus efficace et moins chère de la Chine. Et malheureusement, ce récit a gagné du terrain auprès de toutes sortes de personnes. Ainsi, vous savez, on a dit aux gens en Allemagne, Mercedes, Volkswagen et toutes ces entreprises sont maintenant en difficulté. C'est la faute de la Chine. Je crains donc que ce soit ce que Merz va venir dire en Chine. Alors qu'en réalité, il devrait plutôt dire, écoutez, toutes nos industries automobiles sont dans un état déplorable. Nous devons travailler dur et réfléchir à la manière dont nous pouvons les améliorer. Comment pouvons-nous les améliorer? Créons des partenariats avec la Chine. Mais bien sûr, selon l'histoire qu'on raconte, c'est la faute de la Chine, parce qu'elle fabrique des voitures meilleures et moins chères que quiconque. Alors ne pensez-vous pas qu'il y a un certain décalage entre le monde des affaires allemand et le gouvernement? Oui, en effet. Je dois dire que j'ai été surpris il y a 4 ans, lorsque la guerre, la crise avec la Russie a commencé, que le monde des affaires allemand soit resté si silencieux à ce moment-là et qu'il le soit resté même lorsque les relations avec la Chine étaient mises en péril. Mais enfin, il commence à s'exprimer davantage maintenant. Trump a récemment lancé un projet appelé la mission Genesis. C'est très ambitieux. Sur le site de la Maison-Blanche, ils le décrivent comme un projet similaire au projet Manhattan. Il semble que maintenant, d'après ce que j'ai lu, ils veulent utiliser l'IA de manière plus large, pas seulement pour construire des modèles. Ils ont identifié 6 domaines. Ils vont se concentrer sur la fabrication avancée, la biotechnologie, les minéraux critiques, l'énergie de fusion et de fission nucléaire, la science de l'information quantique, ainsi que les semi-conducteurs et la microélectronique. Ce sont, je suppose, les domaines clés qu'ils ont définis comme prioritaires. À mon avis, même s'ils n'ont pas mentionné la Chine, il est très clair que ce sont les domaines dans lesquels ils veulent rivaliser avec elle. Ce que je trouve intéressant, c'est que personne ne parle du fait que, essentiellement, ce que fait ce projet, c'est de donner toutes les données du gouvernement américain aux entreprises technologiques pour qu'elles entraînent des modèles d'IA. Je trouve remarquable que personne ne soulève cette question, ni ne demande « est-ce légitime? Peut-on vraiment faire cela ?» Je n'y avais pas pensé, mais tu as tout à fait raison. Tu as entièrement raison à ce sujet. Maintenant, je vais te parler de la genèse et de ce que c'est, mais cela n'arrivera pas. Je veux dire, autrefois, il y a longtemps, à l'époque du projet Manhattan, du programme Apollo et du projet d'autoroute inter-État, l'Amérique savait faire ce genre de choses.
l'Amérique ne fera plus cela aujourd'hui. Ce qu'elle fera à la place, c'est créer un nouveau transfert colossal de richesses, de pouvoir, d'informations et de contrôle entre les mains des entreprises technologiques et des oligarques du numérique qui deviendront de plus en plus puissants. Et je ne serais pas surpris s'ils avaient joué un rôle majeur dans la mise en place de tout cela. Après ce que tu viens de me dire, j'en suis sûr. Et aussi dans le grand projet de loi, il y a une phrase qui dit en gros qu'ils interdisent aux États et aux collectivités locales de réglementer l'IA pendant les 10 prochaines années. Donc, Trump semble miser énormément sur l'IA et sur ces grandes entreprises technologiques. Il donne tous les feux verts, toute l'aide possible aux entreprises technologiques, non? Tu as d'ailleurs fait un excellent point. L'Amérique ne fait pas qu'investir excessivement dans l'IA. Nous avons une expression en Angleterre, je ne sais pas si elle existe aux États-Unis, mais c'est comme mettre tous ses œufs dans le même panier. Je veux dire, si l'IA ne tient pas ses promesses et ne fait pas tout ce que vous en attendez, alors vous vous retrouvez dans une situation vraiment, vraiment difficile. Car l'IA est une technologie importante, sans aucun doute, mais il y en a d'autres aussi. Et les États-Unis abandonnent progressivement toutes les autres technologies, parce que tous les investissements, tous les financements, toute l'attention se concentrent désormais exclusivement sur l'IA. On peut comprendre pourquoi cela arrange les entreprises technologiques, car la manière dont l'IA est développée aux États-Unis en fait un projet colossal. Je veux dire, vous savez, ce projet immense, de style pharaonique là-bas, c'est de l'argent colossal et de l'argent colossal pour les oligarques de la tech en particulier. Je me demande si c'est vraiment comme ça que ça va fonctionner. Je dis juste ça. Je veux dire le projet chinois en eau profonde. C'est pas comme ça qu'il s'est développé. Il s'est développé de manière beaucoup plus organique. Et je dois dire que je trouve ça mauvais. Laissez-moi vous donner un autre exemple que je connais mieux. Les États-Unis ont fait d'énormes efforts dans le domaine des drones, de la guerre par drone, et ils ont créé ces drones gigantesques, très coûteux, le Raptor, le Predator et tous ces engins, qui étaient énormes. Sur les fronts ukrainiens, des drones, comme celui-là, ne survivent pas 5 minutes. Ce sont les petits drones bon marché, du genre d'ailleurs, que la Chine fabrique, qui fonctionnent réellement sur un champ de bataille. Mais amener l'Amérique à changer de cap en matière de drones s'avère d'ailleurs très très difficile, car l'industrie préfère les grands drones coûteux et luxueux. Elle ne veut pas fabriquer de petits drones simples et bon marché, dont beaucoup, d'ailleurs, utilisent désormais l'IA sur les champs de bataille ukrainiens. Certainement ceux que les Russes utilisaient auparavant. Les Américains ne font pas cela, et il me semble que c'est exactement le même type de projet. J'ai l'impression qu'il y a un changement. Autrefois, c'étaient les démocrates qui entretenaient une relation étroite avec les entreprises technologiques de la Silicon Valley, mais Trump semble désormais se rapprocher beaucoup d'elles. Je pense que ce projet Genesis est fortement influencé, par exemple, par Eric Schmidt. Il s'est souvent rendu en Chine et il est récemment revenu en disant qu'en Chine, les gens utilisent l'IA de manière beaucoup plus large, comme un outil, plutôt que de construire aveuglément ces modèles sophistiqués. Il semble donc que Trump réagisse à cela. Et d'ailleurs, Eric Schmidt a écrit un livre avec d'autres intitulé Genesis, donc je me demande si cela a eu un impact sur ce projet. Quoi qu'il en soit, il semble simplement que Trump ait changé. En tant que républicain, il se rapproche beaucoup de ces entreprises technologiques. Non, ce n'était pas leur habitude auparavant. Tu as tout à fait raison. Mais voilà, encore une fois. Tu vois, ce que veut Eric Schmidt, c'est que l'Amérique reproduise ce que la Chine possède.
quelque chose qui s'est développé de manière organique là-bas, parce que la société chinoise, l'industrie et la technologie sont diffusées à travers l'ensemble de la société. Il veut le faire, mais il veut un modèle descendant pour y parvenir. Et bien sûr, il vend cette idée à Trump. Trump est maintenant très proche de ce petit cercle d'oligarques. Tu te souviens des oligarques de la tech? Ils étaient tous là lors de son investiture. C'était très intéressant de voir qu'ils étaient tous présents. Et voilà ce qui se passe maintenant. La richesse et le pouvoir deviennent incroyablement concentrés dans un cercle de plus en plus restreint de personnes aux États-Unis. Alors qu'en Chine, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Whereas in China, I get the sense it's the other way around. Yeah, in China, a lot of the technology is very. Oui, en Chine, une grande partie de la technologie est produite en masse et vendue à très bas prix, accessible à beaucoup de gens. Donc oui, c'est une approche très différente. Le Venezuela, tu penses que les États-Unis vont finir par attaquer le Venezuela? So, do you think that US eventually going to attack Venezuela? You know, it is very strange because I Tu sais, c'est très étrange, parce que je pensais qu'ils le feraient. Je pense toujours qu'ils le feront. Mais je commence à me demander pourquoi ça prend autant de temps. Ce que Trump a fait est très typique de lui. Il a rassemblé cette énorme flotte au large des côtes du Venezuela. 7 destroyers lance-missiles, un porte-avions, plusieurs navires de guerre amphibies. Il a également positionné des chasseurs F-35 sur des bases terrestres situées sur diverses îles. Et pour le moment, tout ce qu'il fait avec cette puissante armada qu'il a créée, c'est proférer de nombreuses menaces, y compris l'imposition d'une zone d'exclusion aérienne, qu'il n'a d'ailleurs pas fait respecter. Des avions continuent de voler vers le Venezuela. Il attaque aussi des bateaux de pêche et tue des pêcheurs en haute mer sans réelle raison. Alors, tu vois, que fait-il exactement? Va-t-il attaquer le Venezuela ou non? Jusqu'à présent, je dirais que ça commence à paraître ridicule. Il y a cette puissante armada assise dans les Caraïbes face au Venezuela, et tout ce qu'elle fait, c'est attaquer des bateaux de pêche. And by the way, Pete Hex. Et d'ailleurs, Pete Hex dit qu'il est maintenant interrogé, n'est-ce pas? Apparemment, lorsqu'ils attaquaient l'un des bateaux, ils prétendent que c'est un bateau de trafiquants de drogue, mais les gens n'y croient pas. Quoi qu'il en soit, ils ont aussi effectué une deuxième frappe, ce qui est contraire au droit international. C'est considéré comme un comportement de criminel de guerre. C'est bien ça? Absolument. Absolument. C'était un bateau détruit, avec quelques survivants accrochés à l'épave. Il était tout à fait possible de les sauver, mais au lieu de cela, ils les ont tués. Je veux dire, l'inhumanité et la cruauté de cet acte dépassent tout entendement. Et apparemment, c'est enregistré par une caméra. Il ne la publie pas, mais il semblerait qu'il y ait des images de l'incident. Je tiens à souligner, d'ailleurs, que les États-Unis ne sont pas un pays qui punit son armée lorsqu'elle commet des crimes de guerre. Je veux dire, ils ont commis de très nombreux crimes de guerre au cours de leur histoire, mais ils n'ont jamais vraiment poursuivi qui que ce soit sérieusement pour cela. Cependant, il s'agit d'un cas particulièrement scandaleux. Ce qu'ils font est incroyable. Même les Américains sont choqués. Oui. Et puis, comment ferme-t-on l'espace aérien d'un autre pays? Je veux dire, qu'est-ce qui donne à Trump le droit de faire ça? Qu'est-ce qu'il va faire? Si des gens survolent cet espace, il va les abattre? Enfin, comment ça fonctionne? Eh bien, c'est précisément le problème. Je veux dire, il n'a aucun droit de faire cela. Le Venezuela et les États-Unis ne sont pas en guerre. Alors, sur quelle base possible? Il n'a aucun fondement juridique pour agir ainsi. Pour le moment, il ne l'applique pas. Mais comme vous le dites à juste titre, si un avion de ligne civile se rend à Caracas, et c'est le cas d'ailleurs, suggère-t-il sérieusement que les États-Unis vont les abattre?
Je veux dire, si cela se produisait juste avant une action militaire et que les États-Unis donnaient un avertissement, le Pentagone déclarant qu'à partir de maintenant, les avions sont priés d'éviter l'espace aérien vénézuélien parce qu'une opération militaire est sur le point d'être menée, eh bien, c'est une autre affaire. Mais une zone d'exclusion aérienne annoncée de cette manière est à la fois révoltante et, en même temps, absurde. It's both appalling and at the same time, at some level, absurd. Yeah, I also feel it's absurd. Oui, moi aussi je trouve ça absurde. On verra. D'accord. Et toute cette histoire, il est excusé. Personne l'a cru. Mais il a dit que c'était pour lutter contre les barons de la drogue et le problème de la drogue. Donc, il essaye de résoudre le problème de la drogue, même si personne ne le croit. Mais en même temps, si c'est vraiment à propos de la drogue, pourquoi vient-il de gracier un trafiquant de drogue hondurien? Et faire campagne publiquement pour le parti de ce trafiquant de drogue, le candidat de ce parti, afin qu'il remporte l'élection hondurienne en cours, dans laquelle, en tant que président des États-Unis, il n'a absolument aucune raison de s'impliquer. Et il y a seulement quelques semaines, il fournissait des milliards, des dizaines de milliards de dollars pour aider un autre dirigeant latino-américain, le président Milei, à stabiliser sa monnaie avant les élections, malgré le fait que le gouvernement du président Milei était impliqué dans un scandale concernant des dons d'un homme d'affaires argentin, également fortement impliqué dans le trafic de drogue et le blanchiment d'argent. Donc, je veux dire, vous savez, tout le monde peut voir que ça n'a rien à voir avec ça. Et puis-je le redire, il s'agit de la Chine. Toute cette affaire du Venezuela, au fond, concerne la Chine. Mais ce qu'il fait ne profite pas aux États-Unis. Je ne vois tout simplement pas comment on peut gracier un trafiquant de drogue. Ce type, Juan Orlando Hernandez, a en fait été emprisonné pour avoir trafiqué 400 tonnes de cocaïne. Je veux dire, on ne parle pas ici de problèmes personnels ou quoi que ce soit. C'est une quantité énorme de cocaïne, d'ailleurs. Je veux dire, c'est gigantesque. Mais enfin, tu as tout à fait raison. C'était un acte tellement effronté qu'il a ce côté provocateur. C'est comme si Trump disait en gros à tout le monde, « Regardez, je suis le président des États-Unis, je fais ce que je veux, je dis ce que je veux, et si ça ne vous plaît pas, tant pis pour vous, en somme. » Il n'est plus America First. Je pense vraiment pas que ces choses soient America First. Tout tourne autour de la Chine. Tout ce qu'on peut faire pour freiner la Chine. Absolument. La situation en Ukraine. Donc, comme tu l'as mentionné, Lavrov était à Moscou et ils ont discuté, mais il n'y a pas d'accord de paix. Alors, quelle est la suite? Vont-ils continuer à parler? Les Russes ont dit qu'il n'y avait pas d'accord de paix, parce qu'il n'y avait pas de proposition de paix. On vient de leur remettre tout un ensemble de 28 points, dont à vrai dire, ils ne savent pas trop quoi penser. Et apparemment, ils ont déclaré hier que lorsque Witkoff et Kushner sont arrivés à Moscou, ils ont apporté ce document avec les 28 points, puis ils ont présenté 4 autres documents également, dont certains se contredisent complètement. Il y a donc ce désordre de papier, de documents et d'idées. Et les Russes ont dit, bon, d'accord, nous avons vu tout cela. Certaines choses sont bonnes, certaines sont mauvaises, certaines sont absolument terribles. Nous pouvons discuter de certains points et nous pouvons en rejeter d'autres sans hésiter. Mais évidemment, il n'y a ici aucune proposition que nous puissions accepter. Ce qu'il nous faut, c'est mener une véritable négociation avec de véritables équipes de négociateurs, afin que nous puissions nous asseoir et examiner la question en profondeur. Maintenant, je ne sais pas si Trump est intéressé par quelque chose de ce genre. Je ne sais pas si Kushner et Witkoff sont vraiment le type de personnes capables de mener ce genre de démarche. Mais c'est ce que les Russes ont dit. En réalité,
Je ne pense pas que nous ayons fait le moindre progrès. I don't think we're any further forward at all, actually. And in the meantime, I also Et en attendant, je me demande aussi ce que tu penses de ce scandale autour de Zelensky. Son chef de cabinet, Andriy Yermak, a démissionné, même si je ne crois pas qu'il soit cité dans le scandale. Maintenant, ma question est la suivante. L'Ukraine a toujours été un pays très corrompu. Ce n'est pas une nouveauté, n'est-ce pas? Et nous savons que Zelensky a quelques problèmes à ce sujet. Mais pourquoi cela prend-il une telle ampleur maintenant? Est-ce la manière de Trump ou celle de son entourage de faire pression sur lui pour qu'il accepte cet accord? It may be that is a widely held view. Il se peut que ce soit une opinion largement partagée, et elle est plausible, car les agences d'enquête impliquées dans ces affaires, il y en a deux, l'une appelée NABU et l'autre SAP, sont des organismes ukrainiens. Je vais expliquer ce qu'elles sont. Mais en gros, ce sont des agences d'enquête créées par les États-Unis en 2014 et financées par les États-Unis pour enquêter sur la corruption. Or, en 10 ans, elles n'ont rien accompli. Sauf que, soudainement, elles ont été activées. Paradoxalement, elles ne sont plus financées directement par les États-Unis. Elles le sont en réalité par l'Union européenne. They're funded, in fact, by the European Union. But, it's likely that the US... Mais il est probable que les États-Unis les contrôlent encore, ou du moins qu'ils exercent une certaine influence sur eux. L'autre chose à dire à propos de ces enquêtes sur la corruption, c'est que, oui, il est très probable que les Américains soient impliqués. Il est également très probable que les opposants politiques de Zelensky à Kiev soient impliqués. Yermak, qui, comme vous l'avez justement dit, n'est pas encore directement impliqué dans tout cela, a été pris pour cible parce qu'il était le bras droit de Zelensky, et l'intention était d'affaiblir Zelensky. La raison pour laquelle cela se produit maintenant, c'est que sur les fronts, la situation se dégrade. Pokrovsk est tombé, Kupiansk est tombé. Les Russes avancent de plus en plus vite. L'armée ukrainienne s'effondre. Reuters a mené une enquête auprès de 11 soldats ukrainiens qui ont rejoint l'armée plus tôt cette année. Les 11 sont soit morts, blessés ou ont déserté. Aucun d'entre eux ne fait encore partie de l'armée. Donc, je veux dire, on sent bien qu'une crise est en train de se développer. Et dans cette crise, toutes sortes de choses se produisent. Les gens commencent à manœuvrer, à essayer de prendre le contrôle, et la panique grandit. Les Américains essaient peut-être aussi de relancer des négociations, afin de parvenir à un accord quelconque avec les Russes avant que tout ne s'effondre. Et c'est probablement pour cela que ces enquêtes sur la corruption ont lieu. Eh bien, dans ce cas, si j'étais russe, je serais plutôt enclin à ne pas signer d'accord de paix parce que je suis en train de gagner en arrière-plan. Pourquoi m'arrêter maintenant? Tu sais, c'est très intéressant que tu dises ça, parce que Poutine a justement abordé cette question. Il y a eu une réunion il y a quelques jours, à Moscou, où il a dit « Écoutez, nous avons reçu tout cela, c'était avant la réunion qui a eu lieu avec les Américains hier. On nous a présenté ces 28 points, nous savons qu'il y en a d'autres, mais à ce moment-là, nous ne savions pas lesquels. » Et il a ajouté « Écoutez, certaines de ces choses sont clairement inacceptables. Certaines pourraient être des sujets dont nous pouvons discuter avec les Américains. Nous préférerions simplement continuer à nous battre et à gagner la guerre, parce que nous sommes en train de la gagner. Et pourquoi ne le ferions-nous pas? Mais nous sommes prêts à négocier, et nous le faisons pour deux raisons. Premièrement, parce que nous sommes des gens civilisés. Et si nous pouvons atteindre nos objectifs par des moyens pacifiques, bien sûr nous le ferons. Ce faisant, nous sauverons la vie de nos soldats. Deuxièmement, j'ai eu des conversations avec nos amis et alliés à travers le monde. J'ai parlé aux dirigeants de tous les pays amis, et ils m'ont tous clairement indiqué qu'ils souhaitaient que des négociations aient lieu.
Maintenant, je ne reproduis pas exactement les mots de Poutine. J'ajoute une part de ma propre interprétation de ce qu'il a dit. Mais j'ai suivi Poutine de très près, et je n'ai aucun doute que cette interprétation est correcte. L'un de ses pays amis d'ailleurs est évidemment la Chine. Poutine a donc dit « Nous sommes des gens civilisés, mais nous avons aussi nos amis à travers le monde. Ils veulent que nous négocions. » Et c'est tout à fait exact. Je pense que la Chine a toujours voulu essayer de parvenir à une résolution négociée de ce conflit, et les Russes en tiennent compte. Ils ne vont donc pas faire de compromis, ils ne vont pas abandonner leur victoire. Mais en même temps, ils ne vont pas non plus fermer la porte aux négociations, pour les deux raisons que j'ai mentionnées. D'ailleurs, ce dont tu parlais, l'organisation ukrainienne, qui est censée enquêter de manière indépendante sur la corruption, eh bien, je pense que au Japon comme en Corée, ils ont aussi ce genre d'organisation, mais elles sont toujours contrôlées par les États-Unis. Donc, ce n'est pas presque un outil, c'est bel et bien un outil pour que les États-Unis contrôlent les responsables locaux. Non? Pour s'assurer qu'ils restent dans la ligne. Je ne savais pas qu'ils existaient en Corée du Sud et aux États-Unis. Eh bien, cela te montre qui contrôle ces pays. Oui, parce que si tu ne fais pas les choses comme les États-Unis le veulent, ils peuvent toujours lancer une sorte d'enquête, non? Que ce soit vrai ou non. Et le Japon, soit dit en passant, est miné par la corruption. Oui. En parlant de corruption, il y a un grand scandale aux Philippines. Le scandale du fonds contre les inondations. Le fonds total s'élève à environ 9,8 milliards de dollars. Donc c'est une somme énorme. Mais les inondations, cette année, sont pires que jamais. Il ne semble pas que le gouvernement ait fait quoi que ce soit. Il s'avère que l'argent a disparu et ils enquêtent sur un certain Zaldy Cole, un entrepreneur. Il est maintenant en fuite parce qu'un mandat d'arrêt a été émis contre lui. Mais par un certain canal, il a déclaré que Marcos Jr., son directeur, son fils, son cousin, ils étaient tous impliqués d'une manière ou d'une autre. Donc il y a un énorme scandale en cours. Ma question est la suivante. Marcos savait que ses parents étaient profondément corrompus. Le peuple philippin devrait le savoir. Pourquoi l'ont-ils élu dans ce cas? Je n'en ai aucune idée. Je veux dire, je trouve ça tout à fait extraordinaire, en fait. Vous avez parfaitement raison. La corruption de Marcos, je veux dire, celle de Marcos père, était notoire dans le monde entier. Alors pourquoi les gens aux Philippines auraient-ils pensé que le fils serait différent? Je ne peux absolument pas le comprendre. C'était évident. Nous avons tous entendu parler d'Imelda Marcos, l'épouse de Marcos, et de sa vaste collection de chaussures. C'est de ce genre de famille que vient le jeune Marcos. Je ne peux que supposer que les élections aux Philippines se déroulent d'une manière très étrange et qu'elles sont au moins en partie dirigées par les États-Unis. Oui. Et ces pays, ils ont tous ces familles. On dirait des familles très établies, et les élections se déroulent presque toujours entre elles, n'est-ce pas? Donc peu importe ce que ces familles ont fait par le passé, tu sais, elles ont le grand nom, elles ont les ressources, et ensuite, les électeurs choisissent simplement quelle famille. Oui, c'est exactement la même chose en Grèce d'ailleurs. L'une des raisons pour lesquelles je ne vis pas en Grèce, c'est que je fais partie de l'une de ces familles, et je voulais me soustraire à ce système. Eh bien, c'est en fait assez courant. Je pense que le Pakistan est un peu comme ça aussi. Oui, absolument. Ouais. Absolument. Et bien sûr, la corruption est un élément central de ce système, car ce que font ces familles, c'est essentiellement fonctionner comme des clans. Vous savez, une fois qu'elles ont pris le pouvoir, elles distribuent des faveurs aux personnes qui les ont soutenues afin d'obtenir ce pouvoir.
Oui, oui, et l'Inde aussi, je pense à des familles comme ça. Tout à fait, tout à fait. D'accord, quelque chose de léger. Tu aimes les films, n'est-ce pas? Et tu as un chien, non? Absolument. Il y a un film qui s'appelle Zootopia 2. C'est un grand succès en ce moment en Chine. Ce week-end, il a rapporté 272 millions de dollars, soit environ la moitié de ses recettes mondiales totales. Ce qui est intéressant, c'est que dans certains cinémas chinois, les propriétaires de l'été de chiens et de soeurs peuvent monter leurs animaux pour regarder le film nauséabond. Wow, je ne savais pas ça. Mon Dieu. Apparemment, c'est un grand succès. Ma grosse tête. Je n'en ai pas la certitude, mais j'ai toujours supposé que la Chine était un pays favorable aux chiens. D'une part, il existe tellement de races de chiens chinoises. Oui, oui, oui. Wow. Oui, je trouve ça intéressant. Pendant quelques années, Hollywood n'était pas très sûr du marché chinois, parce qu'il est contrôlé pour ci ou pour ça. Mais voilà, si on fait de bons films, les gens vont toujours au cinéma et on peut encore gagner beaucoup d'argent grâce au marché chinois, apparemment. Absolument. Non, absolument. Je veux dire, je comprends que c'est merveilleux, c'est immense. Et je comprends que les cinémas sont en fait très très bons en Chine. Je veux dire, les bâtiments sont bien aménagés, ils sont propres et confortables. C'est une expérience agréable d'aller au cinéma en Chine. C'est ce que j'ai entendu en tout cas. Oui, et il semble qu'en Occident, les salles de cinéma soient un peu en déclin, c'est vrai. Mais en Chine, les salles de cinéma restent très populaires. Tant qu'il y a de bons films, les gens iront. Oui, oui, oui. C'est en déclin. Cela reste en déclin en Grande-Bretagne. Ce qui est dommage d'ailleurs car beaucoup de cinémas britanniques ont été construits dans les années 1920 et 1930. Les bâtiments eux-mêmes sont extrêmement impressionnants. Ce sont de véritables palais, mais ils ont été très négligés et laissés à l'abandon, et beaucoup ont fermé. Mais j'ai entendu dire qu'en Chine, l'industrie du cinéma est très importante, très solide et très prospère. D'ailleurs, je regardais autrefois des films chinois, et certains de ceux que j'ai vus m'ont énormément plu, mais je suis aujourd'hui très déconnecté des films qui se font en Chine. Eh bien, parce qu'en Occident, comme en Grande-Bretagne, je suppose, ils ne diffusent pas beaucoup de films chinois. Je pense que c'est tout à fait juste. Je pense que c'est exactement ce qui se passe. Il fut un temps, lorsque la Chine était pauvre, où nous n'avions pas peur d'accueillir des films chinois. Des gens comme moi ont vu La Terre jaune, Épouse et concubine, et des films de ce genre, nous pouvions les voir. Mais maintenant que la Chine est riche et devient de plus en plus riche, elle est soudainement devenue une menace. Absolument. Il ne faut plus voir de films sur la Chine, et il ne faut plus les distribuer dans nos cinémas. On ne peut même plus se procurer de DVD ou de choses de ce genre. Voilà ce qui s'est passé. Je veux dire, la domination américaine est étrange. Beaucoup de gens l'ont souligné. À mesure que l'Amérique est en déclin relatif, son emprise sur l'Europe se renforce. C'est quelque chose de très étrange. Les seuls films étrangers que nous recevons aujourd'hui en Grande-Bretagne, à part quelques films français, sont américains et de manière écrasante. Ce qui est regrettable, car je pense que les Britanniques sont doués pour faire des films et raconter des histoires. Nous étions très doués pour faire des films. Nous avons une petite industrie, mais nous faisions autrefois de très bons films. Tep, souviens-toi d'atteindre lesquels la Grande-Bretagne peut collaborer avec la Chine. Pourquoi pas? Absolument. Bien sûr. Absolument. Il y a, Sofia, un gouvernement vraiment intelligent et vraiment cohérent en Grande-Bretagne, pourrait faire énormément de choses très positives et qui auraient un effet très rapide. Il pourrait changer toute la situation et l'atmosphère en Grande-Bretagne très vite.
Et tu as tout à fait raison. Nous pourrions développer une industrie cinématographique avec la Chine. Nous avons une quantité énorme de littérature que nous pourrions développer avec la Chine. Je pense que la Chine serait très intéressée, par exemple, par de nombreuses pièces historiques de Shakespeare, qui seraient fascinantes pour le public chinois, voir comment les Britanniques les interprètent, et les adaptations britanniques de ces œuvres. Il pourrait y avoir des projets communs, peut-être, pour tenter de faire des adaptations de Shakespeare situées à des périodes de l'histoire chinoise, par exemple, ce qui pourrait les rendre particulièrement intéressantes pour le public chinois. Might make them interesting to people in China. There's all sorts of things we could do. Il y a toutes sortes de choses que nous pourrions faire, mais nous n'en faisons aucune, parce que nous devons être une grande puissance, et que nous devons avoir cette vision manichéenne du monde. Nous ne voulons pas vraiment prendre la Chine au sérieux, et nous en avons peur à bien des égards. La seule chose que je dirais, et c'est important que les gens en Chine en soient conscients à un niveau personnel, c'est que nous avons ici une grande communauté chinoise, présente dans toutes les grandes villes, et qu'il n'y a absolument aucune tension entre les Britanniques et les Chinois. Je veux dire, cela n'existe tout simplement pas en Grande-Bretagne. Donc il y a cela, et ce pourrait être quelque chose sur lequel s'appuyer et construire à l'avenir. Mais les propriétaires de chiens qui vont au cinéma avec leurs chiens, c'est vraiment remarquable. En tant que propriétaire de chiens, je ne peux qu'envier une seconde. I can only wish. Just so you know, in China, the consensus is Juste pour que tu saches, en Chine, le consensus est que les films britanniques en général sont de meilleure qualité que les films hollywoodiens. C'est le consensus. Peut-être que, tu sais, Hollywood produit beaucoup de blockbusters, mais ce sont juste, tu vois, des films faits pour plaire au grand public. Ils ne sont pas vraiment de haut niveau en termes d'écriture ou de qualité globale. Ce sont juste, tu sais, des films pour le grand public. that high quality. It's just, crowd pleasers. Hollywood. Well, I will tell that to Catherine, who knows people. Eh bien, je le dirai à Catherine, qui connaît des gens dans l'industrie du cinéma ici, et je lui transmettrai le message. Peut-être qu'ils pourront faire un peu de sensibilisation à ce sujet, car je suis d'accord, tout à fait. Justement parce que les Britanniques n'ont pas les ressources dont disposent les Américains, ils sont obligés de réfléchir davantage à leurs films, et par conséquent, les films sont meilleurs. Mais je transmettrai cela à Catherine, et ce pourrait être une piste. Après tout, nous collaborons tout le temps avec les Américains sur des films. Pourquoi ne le ferions-nous pas? All the time. Why shouldn't we cooperate with the Chinese? Oui, j'adore. Yeah. Absolument, Rockhabmerplamd. Absolument oui. So much we could do. Il y a tellement de choses que nous pourrions faire. D'ailleurs, nous restons forts en mathématiques. Il y a encore des gens qui travaillent dans l'intelligence artificielle. Nous essayons de créer un pôle scientifique autour des universités d'Oxford et de Cambridge. Ces initiatives appellent vraiment à un partenariat avec la Chine. Cry out Yeah. for partnership with China. Yeah. Just the Le gouvernement britannique serait son attitude, son arrogance envers la Chine. arrogance towards China. Absolutely. Absolument oui, absolument. Okay. D'accord, parlons-en la semaine prochaine. Merci beaucoup. Thank you so much. And I look Et j'ai vraiment hâte de notre prochain programme. very much. Thanks. Mm-hmm. Au revoir. Au revoir.